En me documentant sur l'histoire des stupéfiants en Amérique, j'ai fait une rencontre inattendue en la personne de Richard Miller. Les recherches de cet historien replacent les lois antidrogue dans une perspective historique saisissante. Au cours de l'histoire, les lois antidrogue ont toujours été liées à la question raciale. Au XIXe siècle, certaines drogues, aujourd'hui illégales, étaient consommées de manière courante. La cocaïne et l'héroïne, par exemple. Les gens prenaient ces drogues sans que ça pose problème. Dans le Sud, les Blancs aisés d'un certain âge, les femmes au foyer en particulier, prenaient souvent de l'opium. Si certaines personnes devenaient dépendantes, on les considérait avec compassion et on essayait de les aider. Il s'agissait d'un problème de santé publique et non de criminalité. Les choses ont commencé à changer quand, sur la côte ouest, fumer de l'opium est devenu un délit. Pourquoi fumer de l'opium était-il illégal en Californie, mais pas au Mississippi? Que se passait-il en Californie pour qu'on s'en inquiète? En fait, la raison n'avait rien à voir avec la drogue elle-même. Le problème, c'est que ceux qui fumaient de l'opium étaient chinois. Ils étaient venus dans ce pays et vivaient pour la plupart en Californie. Ils travaillaient très dur pour des salaires de misère et ont fini par connaître une certaine réussite. Quand ils ont commencé à prendre des emplois aux Blancs, les hommes politiques ont cherché un moyen de les criminaliser pour s'en débarrasser. Bien sûr, on ne pouvait pas jeter des gens en prison parce qu'ils étaient chinois. Mais s'ils fumaient de l'opium, c'était possible. Pour la cocaïne, il s'est passé la même chose. Elle était consommée par la population blanche aisée d'un certain âge, des hommes d'affaires, des médecins, des femmes au foyer. Tout ceci était parfaitement légal, mais à la fin du XIXe siècle, la cocaïne a été peu à peu associée aux Noirs. On disait qu'ils étaient increvables, capables de résister aux balles de la police et de travailler nuit et jour sans se fatiguer. Une fois encore, les emplois des Blancs étaient menacés. On a donc commencé à promulguer des lois contre la cocaïne. On n'arrêtait pas ces gens-là parce qu'ils étaient noirs, mais parce qu'ils avaient enfreint une loi sur l'usage de la drogue. Ensuite, ça a été le tour du chanvre, dont la réputation a changé. Le chanvre était une culture tout à fait légale, qui remontait à l'époque coloniale, et c'était un produit commercial très apprécié. Mais dans les années 30, il est devenu une substance nocive et effrayante, sous le nom de marijuana, parce qu'à l'époque, les consommateurs étaient les Mexicains, des gens qui travaillaient dur pour peu d'argent. Une fois de plus, il n'était pas interdit d'être mexicain, mais en revanche, on rendait illégale l'une des pratiques de cette population. Ces lois ont créé un dangereux précédent de contrôle racial. On a donc utilisé à maintes reprises des lois antidrogue pour cibler une population immigrée perçue comme une menace économique. Mais comment expliquer que les Noirs américains, arrivés dans ce pays il y a plus de 200 ans, soient aujourd'hui devenus la cible principale des lois antidrogue? L'histoire des Afro-Américains au XXe siècle est celle d'une forme d'immigration intérieure. Ils ont quitté les zones rurales pour les villes au cours d'une des plus grandes migrations de masse de l'histoire mondiale. À la fin de l'esclavage, la population noire était fortement concentrée dans le sud et occupée au travail de la terre. Les industries du Nord, en plein développement, ont fait appel à elles comme main-d'œuvre pour leurs usines, générant une migration massive des Noirs vers les zones urbaines.